Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Catherine. Et je suis Cyril. Comment vas-tu, Cyril ? Ça va très bien, je te remercie. Et toi ? Eh bien écoute, ça va bien et je me réjouis de parler aujourd'hui avec toi des influences littéraires. Influences littéraires, les auteurs qui nous ont marqués, qui nous ont retournés, bouleversés, les livres qui nous ont bouleversés. Peut-être on aborde ce sujet d'un point de vue chronologique quand tu étais enfant, quand on était tout petit. Mais oui, c'est plus simple. Parce qu'on sait, on a déjà un petit peu discuté, toi et moi, on sait qu'on lit depuis qu'on est capable de le faire en tout cas. C'était quoi les premières choses qui t'ont marqué dans l'enfance ? Alors moi, c'était très classique. Effectivement, dans l'enfance, j'ai lu les séries un petit peu que tout le monde a lues d'une certaine manière, je pense. En tout cas, jeune enfant francophone, la Bibliothèque Rose, les Oui-Oui au début. Ensuite, les... Tout petits, les Oui-Oui. Les tout petits, Oui-Oui et le Taxi jaune. Première lecture, ça devait, je crois, être ça. Je suis étonné, je me rappelle pas, moi, de ma première lecture, du titre en tout cas. Ouais, alors écoute, moi je crois que c'était ça, j'aimais bien. Donc série rose, ouais. Ouais, avec Bibliothèque Rose. On avait Bibliothèque répété avant, rose. c'est pas la série rose. Non, parce que moi c'est la Bibliothèque verte, c'était Oui, ça mais mes premiers. c'est la Okay. même. Ah, ok. C'est la bibliothèque, les deux. Mhm. Bref, quoi qu'il en soit. Il y avait les séries Rouge et Or aussi, avec des contes, c'était d'anciens contes, je me souviens de ça, Blanche-Neige et Rose Rouge, je crois, j'avais des titres qui ressortent du passé, le Club des Cinq, il y avait une série que j'aimais beaucoup aussi, alors... Il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent parce qu'en fait, c'était ma maman qui m'avait donné ces collections, les collections Signes de piste. C'était des histoires de scouts, mais c'était des aventures qui se passaient entre les deux guerres. Enfin, c'était vraiment des choses déjà un petit peu anciennes, même si je suis très vieille, pas à ce point-là. Je suis très vieille. non, ouais, je suis très vieille, mais bon, entre les deux guerres, soyons clairs, je n'étais pas là. Non, ça d'accord. Et beaucoup d'histoires d'amitié, d'aventure, et j'aimais beaucoup, ça me faisait rêver. Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'est finalement qu'est-ce qui t'attirait dans ces séries ? Il y a une thématique particulière, il y a quelque chose qui te faisait plus vibrer qu'une autre ? Ou c'était juste le plaisir de lire ? C'était plaisir de lire. Et puis, bon, alors je mets de côté le oui, hein, parce que là, on est vraiment dans les premières lectures. Il y a oui. Oui, exactement. Il y a quand même pas un message littéraire très fort dans oui. En revanche, je pense que le dénominateur commun de ces lectures d'enfance, ces premières lectures, c'était les valeurs morales d'amitié, de groupe, et beaucoup d'aventures. Enfin, c'est vrai que quand on prend la série emblématique du Club des Cinq, il leur arrive tout un tas de choses. Ils mettent en échec des voleurs, des méchants. Ouais. J'aimais beaucoup. J'ai lu le Club des Cinq. Je rejoins ce que tu dis. Si je précise un peu plus, c'est presque le côté mystère qui me plaisait. Élucider un mystère, et il y avait toujours quelque chose à découvrir. Oui. C'est ce côté de l'aventure avec le mystère qui était intéressant. Quelque part, il y avait une mini-enquête. Là, je fais le lien vers ce que j'écris maintenant, justement. Bien sûr. Peut-être que c'est pour ça. Bien sûr. Ouais. Et en revanche, moi, est-ce que toi, tu aimais les romans un petit peu plus, justement, policiers, déjà, puisque t'écris t'écris pas du polar pur, mais du thriller, quand même. Et tout ce qui était un peu plus, justement... oui, policier. Oui, alors, mais c'est venu plus tard, parce que
Si on se cale sur la même période que toi, sur l'enfance, moi je rejoins effectivement le Club des 5. Maintenant, je me rappelle en avoir lu quelques-uns, pas toute la série, mais et le plaisir que ça me procurait. La Bibliothèque verte, c'est sûr. Après, avec la fiction, j'ai eu probablement un grand trou en nombre d'années, parce que c'est là où je découvre principalement la BD. Ouais, alors oui, moi aussi. Ouais. Mais où il y a une structure narrative quand même qui est classique et qui est aussi de l'ordre de l'aventure et du mystère, surtout avec Tintin. Donc peut-être ça rejoint un petit peu ce côté aventure et mystère, l'intérêt pour la chose policière, même si l'objet du mystère est différent. Oui. Et peut-être aussi un intérêt pour encore plus finalement, je trouve, que dans les séries qu'on a évoquées, dans la BD et dans les BD dont tu parles, le personnage récurrent et l'attachement à un personnage récurrent dans tous les cas qui était sympa. Ça fait ce plaisir de retrouver tome après tome des héros connus et dont on explore différentes facettes. Et ça marche aussi du côté des comics américains. Je vois par exemple mon épouse qui lisait pas Tintin du tout, par contre les Avengers, tout ça, Marvel, tout ce milieu-là avec ses héros récurrents, ses super-héros récurrents, elle a beaucoup été embarquée par ça aussi. Donc je pense qu'on a tous un petit peu cette période BD. Toi, t'as lu des BD ? Un peu les mêmes que toi. En tant qu'ado, quoi. Oui, voilà, effectivement, Tintin, Astérix. Moi, j'aimais bien Is No Good aussi. Je trouvais très drôle. Qui voulait être calife à la place du calife. Je ne sais pas si tu connais. Je connais la BD, mais je ne l'ai pas lu. Ah, moi, ça me faisait vraiment beaucoup rire. Il y en a une autre que j'aimais bien, c'était Achille Talon, que je trouvais pas vraiment les planches avec une seule histoire par page, mais les albums avec toute une histoire. Je trouvais que c'était un humour décalé. Les albums de Talon, improbable. moi je les ai découverts adultes. J'étais plutôt sur les strips avec le magazine Picsou. Oui. Et qui en diffusait quelques-uns, qui en publiait quelques-uns. Donc c'est là où je lisais Talon, moi. Oui, alors que moi, je trouvais moins quand tu dis les strips, c'est quand c'est des petits gags. Les séries 3 cases ou des choses comme ça. Ouais. Alors moi, là-dessus, j'étais peut-être moins séduite, mais en revanche, moi, ce que j'aimais bien dans Talon, mais c'est pareil, Talon, c'était plus à l'adolescence, parce que au niveau du texte, il y a tout un tas, il y a des jeux de mots, c'est assez... je dirais pas intellectuel, on va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est quand même un petit peu plus complexe que Boule et Bill, quoi. Donc je trouve que ça s'adresse à un public, à mon avis, ado, voire adulte. Ouais, c'est pour ça qu'on les a découverts peut-être plus tard. Oui. Dans la liste, du coup, je rajoute, et après on clôt le côté BD peut-être, mais Léonard. Oui, alors je vois ce que c'est, mais j'ai jamais lu. Le savant, là. La vie de Léonard de Vinci, mais loufoque, on va dire, humoristique. J'ai oublié le dernier que je voulais citer, mais c'est pas grave. Si, les Gaston Lagaffe, ça y est. Ouais. Le côté humour avec des gags récurrents, des choses comme ça, et tout un monde finalement de Franquin qui était intéressant. Et est-ce que cet univers, parce que c'est un peu le thème de l'épisode finalement, est-ce que cet univers de BD, et il y a eu un apport particulier justement des BD dans ton écriture qui n'est pas, tu n'es pas auteur de BD, en quoi est-ce que ça a influencé justement ou pas ? Si, je pense que ça a joué sur l'amour il n'y a pas de joli mot, racontage d'histoire, le storytelling. Oui. Construire une histoire de manière à ce qu'on ait envie de lire la suite et d'avoir une chute satisfaisante à la fin pour faire une grosse paraphrase qui résume ce que je veux dire. J'ai un peu l'impression que ces BD-là m'ont permis d'avoir accès à l'histoire, pas l'histoire avec un grand H, mais à l'histoire, la façon de raconter des histoires au travers d'un média qui était plus accessible pour moi, parce que justement j'avais lâché un peu la lecture et juste les mots, etc. Et puis le fait d'avoir ce support visuel, il y a aussi des gags qui sont glissés dans la case et qui ne sont pas que sur le texte. Ça me permettait de raccrocher, et d'ailleurs plus tard je suis revenu à la lecture après ce passage. Mais ça me permet du coup d'avancer un petit peu dans l'âge,
Parce que moi, justement, j'ai eu ce trou de lecture de fiction. Il y a un truc bizarre un truc alors qui m'a carrément intéressé. bizarre. Alors. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, si, je sais pourquoi, c'était dans la bibliothèque de mes parents, mais je me suis intéressé à une encyclopédie en 14 ou 15 volumes de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis mis à me passionner vers 14 ans, un truc comme ça, entre 14 et 16 ou 14 et 17, pour cette période, et elle était très très détaillée. L'encyclopédie, il y avait le côté histoire, le côté ce qui se passait, les conquêtes, reconquêtes, les cartes, et le côté très technique avec les avions utilisés, les sous-marins, les navires, les stratégies, les choses. Ouais, tous ces trucs-là. Et ça m'a littéralement consumé pendant ces années-là, quoi. Mais c'était quoi en fait? Enfin, tu lisais chronologiquement, c'est-à-dire que tu retenais, t'as retenu? Ah ben, c'est encore une grosse influence parce que au point que j'ai écrit un livre qui ne me satisfait pas et que je vais réécrire en déplaçant mon histoire dans cette période-là, en fin de Seconde Guerre mondiale. Mais un livre qui a un livre support... d'aventure. voilà, il n'y a pas particulièrement de support historique Non, dans l'intrigue. mais ça fonctionnera beaucoup mieux à cette période-là. Et parce que ça rejoint un petit peu le côté aventurier que tu peux retrouver dans Indiana Jones, par exemple. Avec, il y avait un côté intéressant... pardon, je ne veux pas choquer, mais il y avait un côté intéressant avec les nazis dans le sens où ils s'intéressaient beaucoup à l'occulte. Et il y a moyen d'écrire beaucoup d'histoires de ce point de vue-là, parce qu'ils ont retourné toute l'Europe à la recherche de différentes choses. Et c'est toujours très intéressant. Avec les Tintins, les Astérix, les Lucky Luke, les trucs classiques qu'on a quand on est gamin. Pour des auteurs comme Giacometti Raven, je ne sais pas si tu connais. Oui. Bah, c'est beaucoup la maçonnerie aussi. Il y a la maçonnerie, il y a la quête du Graal, il y a plein de thématiques comme ça qui ont été reprises par les idées, par les nazis et par leur grand leader. Du point de vue de leur quête personnelle, mais aussi pour essayer de rattacher d'un point de vue politique avec la race aryenne et pourquoi, etc. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse, mais par contre, l'ambiance qu'il y avait là-dedans et ce côté lutte du bien contre le mal, etc., qui est intéressante. Et du coup, probablement que toute cette lecture que j'ai eue enfant, parce que finalement j'étais encore un enfant, m'influence beaucoup encore maintenant. D'accord, c'est quand même assez inédit parce qu'à l'adolescence, t'imaginais avec ton encyclopédie... J'ai des photos de moi assis au fond d'un fauteuil où je fais la moitié de la taille du fauteuil avec cet énorme bouquin sur les genoux. Parce que c'était une encyclo, quoi. Je vois tout à fait le format. Bon, maintenant, en plus, ce genre de choses, c'est de plus en plus rare. Maintenant, t'as plus ça a tout sur dans Internet, ta bibliothèque. Ouais, tout sur Internet, exactement. Et puis après, ça m'amène, j'arrive pas à retrouver le pourquoi du comment, mais ça m'amène aux histoires dont vous êtes le héros. Après, je raccroche la littérature avec ça. T'as lu ça? Oui, j'avais oublié. Tu vois? J'avais oublié, mais c'est vrai. Et ça, c'était effectivement des bouquins que je trouvais complètement fascinants. Oui. C'était incroyable. Quitte à les refaire en prenant d'autres choix pour arriver à la fin, ça me fascinait de... Oui. Il y a un rapport à... Est-ce que tout est écrit? Est-ce qu'on a un destin, etc. Parce que finalement, t'as beau prendre le chemin de traverse ou le chemin qui était prévu, forcément, tu retombes sur la même fin, sur le livre dont vous êtes quasiment... Sur le livre dont vous êtes le héros. Et ce qui me fascinait, c'est comment c'est construit. Pourquoi on y arrive. Tellement ça. Ouais. Mais tu te dis, il doit y avoir une... Alors, et puis il y a le côté aventure. À l'époque, effectivement, je pense, toi comme moi, on ne pouvait qu'être fasciné sans comprendre. Et puis maintenant, je trouve que quand on y réfléchit en tant qu'écrivain, en ayant déjà en tête la complexité de créer une histoire avec une cohérence, une logique, et là tu te dis mais il faut que tu crées une arborescence avec... tu commences par une scène, la scène elle peut avoir 2 possibilités, il y a encore 2 autres possibilités ensuite, enfin c'est d'une complexité... Alors ça me choque moins maintenant en tant qu'écrivain, moi qui suis un architecte plutôt qu'un archéologue, et qui développe le plan de mon histoire avant de l'écrire. Oui, mais un plan,
Moi aussi, je crée une trame, mais je trouve assez remarquable de pouvoir créer X trames, parce que tu peux avoir tellement de chemins différents que... Enfin, c'est quelque chose... Non, c'est quelque chose que je fais justement. Ah, mais t'es forte. Non, mais non, c'est pas ça. Mais... non, mais si. Ce qui m'amuse beaucoup, c'est de semer des fausses pistes et d'imaginer ce que le lecteur va justement imaginer qu'il est en train de se passer, alors que pas du tout, j'ai prévu autre chose. Bien sûr, mais tu n'écris pas toutes les pistes possibles. Ce que je veux dire, c'est ça. Oui. C'est ce que je trouve Mais je pense pas que c'est ce qui a été incroyable. fait pour créer ces bouquins. Bah, nécessairement, tu es obligé quand même d'écrire toutes les versions. Il n'y a pas différentes versions. Si. Non, Parce qu'il y a différentes fins. Il n'y en a pas tant que ça. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, mais je pense que tu as quand Peut-être même... que tu imagines 3 ou 4 fins et une quinzaine de chemins qui mènent à chacune de ces fins. Donc ça fait, oui, plus de boulot qu'un bouquin normal, on est d'accord. Je pense. Et alors, tu sais que j'ai récemment vu à ce propos, il y a une auteure qui a fait ça en auto-édition. J'ai d'ailleurs acheté son bouquin, mais tout récemment. Et je suis navrée si elle nous écoute. Je n'ai pas retenu le nom de l'auteur, mais le bouquin s'appelle Guide du voyageur temporel. Et je l'ai acheté en version e-book pour liseuse. Et je trouve que ça renouvelle comment dirais-je, le genre d'une manière très heureuse sur liseuse, parce qu'en fait, tu lis le chapitre et puis elle te propose 2 choix et c'est cliquable. Donc tu décides, elle te dit est-ce que tu veux ouvrir la porte ou est-ce que tu veux faire demi-tour, et selon ce que tu décides, tu cliques et hop, ça t'emmène au chapitre en question. Nous, à l'époque, c'était papier, on avait rendez-vous à un chapitre ou à une page ou un numéro. Et du coup, c'est exploiter les technologies modernes pour faire ça. J'ai trouvé ça. L'autrice, tu me corriges si c'est faux, s'appelle Rose Steinmetz. Ça doit être ça. Le guide du voyageur temporel. Oui, c'est ça. C'est celui-là? Tu reconnais la couverture? Oui, c'est celui-là. Okay. Et alors, j'en ai lu quelques pages, je ne vais pas parler du livre sur le fond, mais en tout cas, j'ai trouvé... Le concept est intéressant. Le concept est génial. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose... Il y avait eu, je digresse un petit peu, mais par rapport à ça, ça m'y fait penser, il y avait eu une application il y a quelques années, je crois malheureusement, ça n'a pas dû prendre, et puis je crois qu'ils sont arrêtés, ça s'appelait Readiction, je crois, quelque chose comme ça, qui exploitait le même concept. Le même concept. Et c'était en numérique aussi. Et ça, c'était sur ton smartphone. Et de la même manière, tu choisissais choix A, choix B, et puis ça t'ouvrait directement le chapitre en question. Bon, c'est le principe de base de tous les jeux d'aventure qu'on a eu après les jeux informatiques. Alors certainement, mais alors comme je joue pas, moi je suis complètement émerveillée. Mais je te le dis. Je trouve ça extraordinaire. Alors en fait, c'est d'une banalité totale. Bon, je t'enverrai quelques liens parce que ça revient à la mode. Justement, avec les technologies modernes, on a maintenant la puissance de le faire dans un navigateur. Donc c'est accessible depuis le web. Tu vas sur certaines adresses, tu as tout un jeu d'aventure textuel. En gros, c'est un roman dont tu es le héros. On te dit ce qui se passe, tu fais un choix ou un autre et ça t'amène directement dans un autre truc. Mais c'est un livre dont vous êtes le héros en fait. D'accord. Ouais, mais c'est assez passionnant. Vrai que il y a des quêtes, il y a des choses comme ça. Mais parce que tu as et pourquoi c'est passionnant? Parce que finalement, en tant que lecteur, t'as un rôle actif. Tu n'es plus seulement passif tu as prise sur l'histoire, et je pense que c'est aussi finalement, quand on y réfléchit, l'évolution de la littérature, avec aussi beaucoup d'auteurs qui proposent du contenu, des textes sur des plateformes ou sur leur site, on en parlait tout à l'heure en off, et où maintenant c'est tellement plus facile d'avoir l'avis des lecteurs et même de pouvoir engager les lecteurs pour dire qu'est-ce que vous avez envie qu'il se passe, enfin sans que ce soit eux qui créent l'histoire, mais leur proposer, ça se fait pas mal sur les réseaux sociaux. Et tu te souviens, on en avait parlé dans un de nos épisodes où j'avais développé une de mes histoires comme ça, la science-fiction, et puis ça avait beaucoup influencé la fin, justement, elle n'était pas du tout celle que j'avais prévue au départ, et ça ouvre d'autres choses, quoi. Ouais, et c'est vraiment, je trouve, là on est tellement loin finalement de cette image de l'écrivain tout seul face à son texte et qui s'il se coince, ou il ne sait pas ce que le lecteur pourrait souhaiter pour ses personnages, et je trouve que cette interaction, ça ouvre à une interaction avec le lecteur qui est extrêmement intéressante, je trouve. Et
qu'on a du mal à refaire dans un livre classique, dans un format classique. Nécessairement. Mais qui est intéressant. Nécessairement. On a un petit peu digressé. Complètement. Si on revient un petit peu sur ce qu'on a prévu en tout cas, et qu'on reste d'un point de vue chronologique, l'adolescence, c'est aussi le collège, le lycée, et donc c'est la découverte. En tout cas, moi, c'est là que je découvre des auteurs classiques. Oui. On me tord le bras pour le faire, parce qu'on t'oblige à lire certains trucs. Mais du coup, tu fais des découvertes. Oui. Moi, je fais partie de ces gens, ces jeunes gens que ça a dégoûté. Et c'est probablement, j'allais dire la faute, c'est probablement du fait de la façon de vendre les choses, entre guillemets, de mes enseignants. Mais quand on m'obligeait à lire un truc, c'était compliqué. J'en ai retenu que 2 qui m'ont plu, mais que j'ai retrouvé plus tard. Et bizarrement, et j'aurais encore du mal à l'expliquer, c'est Gargantua. Ah oui, alors qu'en plus, c'est pas le plus accessible. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais celui-là est resté. Et puis, les Molières, les 2-3 classiques qu'on va étudier quand on fait ses études au lycée. Puis après, moi, je suis parti côté scientifique, mathématiques, etc. Donc j'avais beaucoup moins ces influences-là. Mais du coup, ça m'a éloigné, je pense, de ces classiques. Maintenant que je suis un peu plus adulte, maintenant que j'ai 50 ans et quelques, j'ai envie de les relire. J'ai pas 7 ans, mais j'ai une pile à lire et je sélectionne certains classiques. Mais je me tourne plus vers la littérature américaine aussi. Et je vais relire de ce côté-là. Toi, par contre, je crois savoir que tu as été plus influencé par ces lectures-là, ces classiques. Oui, mais moi, en fait, l'histoire est finalement un petit peu différente de la tienne, dans le sens où, comme toi, évidemment, j'ai lu les lectures imposées au collège ou au lycée. J'en garde un souvenir moins traumatisant que ce que tu évoquais. Je ne me souviens pas tellement. Oui, Molière, il y a dû avoir Eugénie Grandet, il y a dû avoir ces classiques-là. Et si tu dis il y a dû, c'est que c'est par déduction et donc c'est pas des gens que tu as gardés en tête, quoi. Ce que je veux dire par là, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que j'avais 2 sources en vérité. Et je dis il y a dû parce que je pense que Eugénie Grandet, ça faisait partie, par exemple, des lectures imposées au collège. Mais j'avais en parallèle une grosse source qui était mes parents, et notamment ma maman, qui était qui lisait beaucoup, qui lit toujours beaucoup. Et donc tu avais accès aux livres à la maison. Voilà, j'avais accès aux livres et elle avait pour mission de cultiver sa fille, je pense. Et elle était... c'est ce que d'ailleurs j'ai essayé, c'était un échec total, mais j'ai essayé de faire la même chose avec ma propre progéniture, ça n'a pas marché. Ça me rassure beaucoup, parce que j'ai essayé de faire la même chose. Et ça n'a pas marché. Comme tu le vois, on a une bibliothèque assez remplie, ça ne fonctionne pas. Non, mais je pense que c'est plus les mêmes générations, on était plus dociles quand même. Nos enfants ne sont pas dociles. Autre sujet. Voilà, alors on va faire un deuxième podcast sur nos gamins ne nous écoutent pas. Mais voilà, nous, on était des gentils garçons et filles et on écoutait bien nos parents. Donc moi, elle me donnait des bouquins. Et ce qui était quand même très différent du collège ou du lycée, c'est que j'avais la mini-contrainte de lire pour faire plaisir à ma maman, mais je n'avais pas ensuite à travailler dessus, à faire ce que j'imagine, enfin d'ailleurs je ne me souviens plus, mais j'imagine on faisait des rédactions, des résumés, on faisait des analyses de texte. Exactement, et ça bien évidemment je n'avais pas à le faire, donc c'était tout de même de la lecture plaisir. Même si j'ai plus peiné sur certaines choses que d'autres, mais j'ai découvert Stendhal, j'ai découvert Gide, j'ai découvert Zola. Et tu me parlais des émotions que ça te procurait. Tu te souviens de ça ou pas ? Alors oui, ça me procurait des émotions, et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a eu des romans qui m'ont... je pense à Stendhal notamment, je me souviens... j'ai dû le lire, je devais avoir 16 ou 17 ans, et j'avais beaucoup aimé Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme. La Chartreuse de Parme est vraiment un bouquin que j'ai adoré, et je ne suis pas du tout persuadée que si je le relisais maintenant... Tu as peur de les relire, quoi. J'ai un peu peur de les relire. Et c'est notamment vrai aussi avec Giono.
Ou Giono, j'avais gardé, alors ça c'était mon papa qui était très très fan de Giono, avec tout ce côté ode à la nature, une écriture très très brute d'une certaine manière. Et j'en ai lu énormément, j'ai toutes les œuvres de Giono à la maison. J'aimais beaucoup, alors peut-être j'aimais beaucoup parce que mon papa aimait beaucoup et je me conditionnais comme ça. Et j'ai essayé de le relire plus récemment. Alors il y a notamment le roman Que ma joie demeure, où le début de ce roman est, je trouve, extraordinaire. Il y a une première scène d'une poésie incroyable, c'est presque animiste, enfin c'est mystique, c'est d'un paysan qui laboure son champ sous la lune, avec les animaux, les bruits, enfin c'est vraiment, on est immergé dedans avec une écriture justement très simple, très minimaliste, mais qui est au cœur de l'émotion. C'est magnifique, mais on passe cette magie des premières pages, et après, je suis navrée pour les gens qui aiment Giono, mais après on s'embête. Et après, et j'ai été extrêmement déçue en fait, parce que je me suis dit, mais voilà, d'autant qu'il y avait cette espèce de coup de foudre des premières pages, et après on se dit, mais c'est vieillot, le style est vraiment brut, mais trop brut, et on questionne son adolescent intérieur, ou enfin son adolescent. Mais qu'est-ce que tu as aimé dans ce truc ? Exactement, ouais. Exactement, et par le fait, je préfère garder souvenir. Ce souvenir positif de cette émotion positive de la Chartreuse de Parme, de certains Zola, où si je les relisais maintenant, je ne suis pas persuadée que je retrouverais cette magie-là. Mais ça quand même, ça m'a construite. Et puis bon, les classiques, il y a quand même, je pense, tout l'aspect littéraire, l'aspect beauté du texte, et vocabulaire, enfin on apprend aussi. Et puis aussi le théâtre, la poésie classique en l'occurrence. J'ai vu, quand on a échangé pour préparer cet épisode, j'ai vu la mention de la poésie qui est pour moi un échec. J'ai jamais réussi à trouver quelque chose qui me transporte. Et du coup, j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus, et l'apport que ça même si tu as cité 2-3 trucs, mais... Ouais. Mais c'est extrêmement personnel, en fait. C'est très difficile, et c'est très difficile de même définir, je trouve, le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que un poème va vraiment te transporter, c'est exactement le terme qui convient, c'est-à-dire déclencher une émotion, l'émotion du beau, d'être dans une espèce d'état second, parce que tu perçois que l'effet waouh un petit peu, alors que moi j'ai essentiellement vraiment sur les poètes classiques, dans certains poèmes de Victor Hugo, notamment dans La Légende des siècles. Mon poème phare, c'est Beaux endormis, c'est un truc qui fait 8 pages et qui est que je trouve sublime. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a certainement des images qui sont belles, il y a une sonorité du texte, il y a certains vers qui sont extraordinaires, parce qu'à l'oreille, c'est fluide, ça sonne. Alors, mais pourquoi ça me parle ? Mais je crois que tu l'as expliqué, du coup. Oui, peut-être. Mais non, mais c'est ça, c'est vraiment... On n'a pas besoin de savoir pourquoi ça te parle. Ce qui compte, c'est que ça t'émeut et que ça te transporte. Et si ça fonctionne... Après, on peut toujours faire une analyse grammaticale, etc. Mais je pense que ça devrait suffire. Mais oui, c'est ça. Exactement. Je pense que analyser, ça serait comme disséquer quelque chose pour comprendre comment ça marche. C'est possible, mais ça enlève une part du plaisir quelque part. Donc. Ce qui est d'ailleurs le même raisonnement, je trouve, face à la musique ou face à la peinture ou les arts picturaux en général, ou même architecturaux. Enfin, l'art en général, faut-il l'expliquer ? Bon, vous avez 8 heures. mais c'est vrai, c'est une question relativement classique de philo, mais finalement... Non, on retouche à l'art, effectivement, et à la philosophie. Mais... Oui. Alors, pour la musique, par contre, j'aime beaucoup les disséquer dans l'historique, c'est-à-dire comment elles ont été construites. Il y a un podcast incroyable qui s'appelle Song Exploder, qui est un jeu de mots avec Song Explorer, et qui
interviewe les auteurs de musique entre guillemets classique. Les derniers, c'était Green Day, qui est un groupe de punk rock des années 90. Donc, comment il a eu l'idée, avec les premières maquettes, et pourquoi ça a évolué, etc. Ça, j'adore par contre. Et je trouve que c'est pas vraiment de la dissection, mais on comprend ce qui a influencé sur un texte très court. Les chansons en général, c'est très court. Je fais le parallèle parce que ça s'approche pour moi un petit peu de la poésie. Oui, mais c'est vrai. Et je considère que c'est pas de la dissection, mais d'avoir accès aux coulisses de comment ça a été fait et pourquoi la chanson a évolué comme ça m'intéresse beaucoup. C'est mais peut-être toi, très alors, personnel. je sais que tu es musicien, mais est-ce que tu composes ? Non. Alors oui, alors c'est drôle parce que j'aurais dit, par rapport en t'écoutant, je me disais peut-être parce que en composant ça te parle et pas spécialement intéressant. Je suis pas si musicien que ça, j'essaie de reproduire des choses qui me plaisent pour mon plaisir, mais c'est effectivement... Oui, amateur. Tu sais, ce qui nous manque, c'est le temps, en gros. C'est principalement qu'il n'y a que 24 heures. Vivement la retraite. Et bon, ça fait le tour des classiques, un petit peu. Ça fait le tour des classiques. Pour conclure là-dessus, parce que oui, voilà, ça y est, ça me revient, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit et la peur d'être déçu en relisant quelque chose. Ça m'arrive souvent de relire des textes, mais je me rends compte que c'est, à part certains très précis, pas de la fiction. Je vais relire des textes de non-fiction parce que l'info m'intéresse en gros. Il y a une exception, ça va être c'est L'étranger de Camus, que j'ai lu au collège ou au lycée probablement, et où je suis passé vraiment à côté, que j'ai relu récememment et que j'ai beaucoup plus apprécié en tant qu'adulte. Ouais, alors, parce qu'il y a tout un message. Mais c'est ça, t'as un développement personnel qui s'est opéré où, entre guillemets, j'ai grandi quelque part dans ma personne, ce qui me permet d'avoir accès à d'autres choses, d'autres thématiques ou d'autres points de vue sur les thématiques qui sont abordées dans le roman. Du coup, je l'ai apprécié différemment, mais je l'ai apprécié à la deuxième lecture quand même. J'y suis allé presque par besoin. Oui, mais c'est vrai, mais après, je crois que, comme tu viens de le dire, il y a peu de temps et c'est difficile. Moi, j'ai une telle pile à lire de littérature contemporaine. Et, je crois que tous nos auditeurs, ils sont comme nous, de ce point de vue-là. Voilà, alors tu te dis, mon Dieu, j'ai le dernier de tel auteur, le dernier de tel auteur, j'en ai des dizaines. Si en plus je me mets à relire Zola, ça va être compliqué. Tout dépend de la vitesse à laquelle tu lis. Ouais, mais alors je lis pas, ça dépend, c'est par période, mais en plus en ce moment j'ai tendance à lire plutôt mollement, donc c'est vrai que j'essaye de me réserver. C'est pour ça que je lis Cyril Vallée. Merci. C'est vrai que tu as commencé un de mes trucs aujourd'hui. J'ai commencé un de tes trucs. Un de tes trucs. J'ai commencé Time Skippers, qui me plaît beaucoup. Voilà, petite pub. Et tu es tout merci. rouge. Voilà, c'est terrible. Heureusement, on n'est pas filmé. Ah si, mince. Ah si, on est filmé. Ça nous amène à l'époque qu'on a, nous, nommée époque contemporaine, en fait, qui correspond à notre époque adulte. Alors, c'est vaste maintenant pour nous deux, mais est-ce que ça correspond aussi à l'époque où tu as commencé à écrire, cette époque contemporaine ? Tu as commencé à écrire quand, toi ? Moi, c'était 18-19 ans, toi, c'était quoi ? Moi, c'était un peu avant. Moi, c'était un peu avant, c'était collège. Donc, je pense que réellement, à écrire un peu de fiction, des petites histoires, je dirais 12 ans, dans ces eaux-là. Enfin, c'était très balbutiant, mais 11-12 ans. Et en effet, ça doit correspondre, même si j'avais en parallèle ces lectures classiques, et puis après, j'avais des lectures plus contemporaines, mais qui étaient encore, là aussi, encore l'influence parentale, et notamment, là, c'est l'époque où j'ai découvert Stephen King, notamment, où Stephen King m'a vraiment, vraiment influencé. Là, je me rends compte. Cet homme a influencé beaucoup de monde. C'est vrai. Mais surtout, c'est pas nécessairement ces romans d'horreur. Quoique, bon, ils sont intéressants, mais moi, comme tu sais, j'écris pas d'horreur. Mais davantage, c'est t'écris des frissons. Quelque part, ça s'approche un petit peu. C'est pas de l'horreur. Oui, c'est vrai, je vais dire, j'écris dans une collection horreur suisse, mais à part ça, tout. J'y pensais pas. Oui, mais... Alors bien sûr, mais c'est du jeunesse. Oui. Donc on est dans autre chose, même si tu as raison. Mais le ressort qu'il y a sous l'horreur, le ressort psychologique est le même. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. T'as pas besoin de déballer les tripes de quelqu'un pour tomber dans l'horreur. Il n'y a qu'à voir Lovecraft ou ce que tu fais pour la littérature jeunesse, justement. Oui, c'est vrai. Alors après, je sais pourquoi j'associais pas mes romans dans ce genre-là à Stephen King. C'est sans doute parce que ce qui m'a le plus influencé chez King, c'est presque davantage la forme, je dirais, et la manière dont il met en place une histoire et particulièrement la façon dont il pose une atmosphère et dont il décrit un lieu, alors sa fameuse ville du Maine, Castle Rock, sa ville emblématique où tout se passe, qui est cette ville fictive. Enfin, tout se passe peut-être pas, mais l'immense majorité de ces histoires se passent quand même là-bas. Et toute cette mise en place d'atmosphère qui peut durer sur des pages et des pages et des pages, donc que tu ne peux pas du tout extrapoler évidemment dans une histoire jeunesse. Enfin, surtout moi, le ciblage des horreurs suisses et frissons suisses, c'est 9-13 ans, donc il faut quand même être droit au but, limité. un peu Oui, plus, voilà, mais ça fait direct. 120 pages, tu ne peux pas développer de la même manière. Et c'est ça, je trouvais fascinant. Tu as l'impression d'habiter dans la ville, quoi. Avec Stephen King, tu connais l'épicerie, le truc, et il t'en parle d'une manière, il ne décrit pas l'épicerie, il décrit le héros rentre dans l'épicerie et il se passe quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui va avoir une répercussion plus tard. Enfin, je trouve extraordinaire sa capacité à créer tout un univers et à créer le théâtre dans lequel vont évoluer ces personnages. Ça, je pense que ça m'a beaucoup fasciné sans pouvoir le verbaliser autant, évidemment. King, c'est quelqu'un qui t'a donné envie d'écrire ? Oui, je pense que... Il y en a d'autres ? Alors, il y en a qui me découragent d'écrire. C'est plutôt... C'est pas ma question. Oui, mais c'est ça qui me vient. C'est-à-dire, il y en a certains, et notamment ma Yasmina Reza, que je cite à chaque fois, ou quand je lis du Yasmina Reza, où je trouve... Mais là, c'est vraiment sur la qualité littéraire, en tout cas pour moi, c'est éminemment subjectif, mais je trouve qu'elle écrit tellement... C'est tellement incroyable, elle a tellement le sens de la formule et du mot juste que... J'ai cru que c'était dans l'autre sens. En fait, c'est par... Ah non, c'est par admiration. Tu te sens toute petite en lisant ça. Oui, c'est pas une critique. En lisant son texte, et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Ça sert à rien ce que je fais. Oui. Mais c'est exactement ça, où tu dis, bon, j'arrête d'écrire, en fait. On a déjà parlé du syndrome de l'imposteur. Mais... Oui. Mais c'est c'est assez fugace. Après, on se raisonne et on se dit, bon... Donc, King t'a donné envie d'écrire, et il y en a d'autres. Je te tire les vers du nez. Pardon. Les grandes sagas, j'ai beaucoup aimé. Alors, à l'époque de ma jeunesse, dans les années 90, il y avait... Paul-Loup Sulitzer. Et Paul-Loup Sulitzer, alors, qui était un auteur qui écrivait beaucoup de romans que populaires. Je trouvais... Oui, mais alors il avait plusieurs écrits, c'est-à-dire qu'il écrivait des romans un peu financiers, des sortes avec une trame un peu complexe, géopolitique, financière, etc., que je trouvais absolument soporifique. Et à côté de ça, il a écrit... plusieurs romans ou de fiction pure sans être dans ces détails assommants technique finalement. Ouais, trop technique. Et notamment, il y avait une saga qui s'appelle Anna, avec la suite L'Impératrice, qui est inspirée de la vie d'Helena Rubinstein, une dame qui a fait fortune dans les cosmétiques, qui est une petite fille. Donc il s'est inspiré de cette vie-là pour raconter l'histoire d'Anna, donc qui est une petite Polonaise qui est... au début du livre, ça commence par un pogrom dans son petit village où elle échappe au massacre du village par miracle. Elle est prise sous l'aile je trouve pas le terme, un vendeur ambulant de livres qui lui apprend à lire et puis c'est toute son ascension. C'est extraordinaire. C'est vraiment le destin de femme. D'accord, mais en quoi ça te donne envie d'écrire ? C'est ça qui est plus intéressant encore. Je pense qu'au fond de moi, j'aurais eu envie d'écrire une saga comme ça, quelque chose, prendre un personnage et le balancer dans une
un contexte particulier, peut-être historique, comme tu disais tout à l'heure. Et le suivre, je trouve assez fascinant, ce fait de tu le suis de la naissance à la mort, voire même au-delà avec ses héritiers, et tu construis. Alors, peut-être modestement, c'est ce que j'avais eu un petit peu ébauché dans mes premiers romans. Mais ça me rassure beaucoup parce que... Non, mais dans le sens où c'est la même chose pour moi, c'est-à-dire que c'est souvent par envie, ça m'a donné envie de créer la même chose. Ça m'a donné envie de faire, de réussir à faire ce que l'auteur faisait. Oui. Comme quel auteur, par exemple, pour toi? Moi, c'est King. King, c'est quand j'ai 19, 20, 21, 22 ans. Et quel roman? Plutôt les romans qui font peur ou parce qu'il a vraiment plusieurs manières. Non, c'était plutôt ceux qui font peur, justement. Moi, Carrie, Shining, Misery. Ça, moins. J'étais déjà passé sur autre chose. Ouais. J'aime moins ça. J'ai bien aimé ça. Il fait peur. King fait partie de ces gens où j'associe une émotion liée à une époque, du moment où je l'ai lu et où j'ai peur de relire. Donc je vais pas relire King. Oui. Ouais. Comme tu le décrivais toi, eh ben, ça me fait la même chose pour Stephen King. Mais et lire, parce que Stephen King, on le rappelle, est quand même toujours vivant et très productif, et lire les nouveaux, tu lis pas non plus, parce qu'ils sont très différents. Non, sûrement. Je vais t'amener... Tu sais que le pire, c'est que je les ai dans ma pile. C'est juste que quand il arrive en haut, il redescend. C'est pas il y a un moment où ça sera le bon moment, et c'est pas le moment. D'accord. Donc King, ça a été Maxime Chatham. Je sais pas comment... Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Je suis pas sûr de lui avoir dit, mais à quel point il m'a donné envie d'écrire. Ah ouais. Mais, et puis alors pareil, parce que Maxime Chatham, il a vraiment différents... Maxime Chatham, c'est la trilogie, c'est la trilogie qu'il a lancée, qui a eu sur moi une grosse influence dans ce sens-là, qui m'a donné envie d'écrire. Ouais. C'est de l'horreur, il me semble. Non je sais pas, on peut discuter. Oui, on peut dire. Il y a des scènes qui font peur, mais tu sais, moi, je suis C'est du thriller, c'est du policier thriller avec le classique, entre guillemets, tueur en série. Oui. Et l'enquête qui est associée. Donc c'est dans la même veine que le Silence des agneaux, ces genres de... Oui, on peut discuter quand même, c'est un peu violent. Oui, ça, je suis d'accord. Mais non, mais je critique pas. Quand je dis c'est de l'horreur, c'est pas complètement... Ouais, j'ai peut-être fait une association avec le gore, du coup, et c'est pas gore. Enfin, ça peut l'être, mais il y a des scènes. Il y a des scènes qui font peur. Oui, il y a des scènes qui m'ont traumatisée dans Chatham. Oui, mais c'est les mises en place qui font peur. Ouais, moi je me souviens d'une scène où il y a un type qui se fait étrangler avec un tourniquet mais c'est horrible. Ça m'a traumatisé, rien que d'en parler. J'ai dit, il faut que j'arrête. Okay. Faut que j'arrête, Chatham. Ne lis pas certaines des choses que j'ai écrites. Mais donc voilà, c'est ce genre de choses. Et après, le troisième, et là on sent que mon influence, elle a vraiment tourné côté policier, thriller, etc. Ça va être Jean-Christophe Granger, Les Rivières pourpres. Oui. Qui m'a fortement donné envie d'écrire aussi, parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Bien avant que ça soit tourné en film. Après, Cassel et Reynaud, c'est incroyable ce film. Donc, je trouve il est très éloigné du livre, par certains aspects, mais c'est une vraie réussite pour moi, ce film. Donc, il m'a aussi influencé dans ce sens. Ouais, alors, au risque de rompre notre amitié irrémédiablement, j'ai aimé ni le livre ni le film, mais par ailleurs, et on n'écrit pas les mêmes choses. Oui, non. Absolument, mais je peux même pas débattre dessus parce que ça m'a laissé froide. Je me souviens que ça m'a laissé froide et voilà, mais effectivement, je suis moins friande que toi de ce type de lecture. Et si on est beaucoup plus contemporain, si on est maintenant que tu es un petit peu beaucoup établie comme écrivaine, il y a encore des choses qui t'influencent et qui vont changer ta façon d'écrire, qui vont te donner envie de t'orienter vers autre chose ou pas plus. Ou tu lis ça plutôt avec le recul nécessaire? Changer ma façon d'écrire,
Pas d'une manière, en tout cas, majeure ni massive, je pense. En revanche, ou en tout cas, j'ai pas encore lu l'auteur qui me donnerait envie de prendre le contre-pied de la manière dont je fais actuellement. Puis après, est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient ? C'est aussi ça le truc, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on lit, je pense qu'on peut avoir... on a de manière inconsciente une perception de la manière dont l'auteur a construit son texte, a introduit ses personnages, et puis peut-être ça va nous influencer certaines ficelles. Mais là, tu as une lecture technique, du coup. Oui, mais alors, c'est aussi une question, finalement, en tant qu'auteur. Est-ce qu'on peut lire sans être auteur ? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais est-ce que le fait de décrire soi-même, d'une certaine manière, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher... c'est difficile d'être totalement emporté dans la lecture au point de ne pas repérer les ficelles de construction dont a usé l'écrivain qu'on est en train de lire. Maintenant, c'est difficile maintenant qu'on est auteur, c'est sûr. Oui. Quelle était la question ? La question, c'est... mais tu y as répondu. La question, c'était de savoir si des auteurs que tu lis maintenant, ça influencerait au point que tu pourrais changer ta façon d'écrire ou de sujet, etc. Et tu es plutôt sur le non. Mais par contre, comment ils font, etc. Oui, voilà. Ou pas à cause de ça, mais parce que j'aime bien explorer, parce que je suis extrêmement éclectique dans mes lectures. Donc bon, on en a déjà parlé, mais du coup, je ne m'interdis rien. Et par rapport d'aller explorer un autre genre qui n'est pas un genre dans lequel j'ai écrit jusqu'à présent, moi, je suis fermée à rien du tout. Mais je ne vais pas... Voilà. Alors, on est à parle 50 minutes. Mais non, mais ça va bien. On a une fidèle abonnée, Stéphanie, qui nous a dit qu'on pouvait faire qu'on pouvait aller plus loin. Ouais. Et toi ? Pas au point de changer mon écriture, mais j'ai des lectures qui alimentent mon moteur. Comme tout le monde, j'imagine que j'ai des moments vraiment... C'est pas que j'ai plus envie, mais je me sens moins, etc. Et je retrouve de la motivation à écrire des choses par le même phénomène, c'est-à-dire l'émulation d'avoir envie de faire aussi bien ou d'avoir envie de raconter quelque chose comme ça. Le dernier qui m'a fait ça, c'est Henri Levenbrück avec... zut, je l'ai noté. Où est-ce qu'il est ? Nous rêvions juste de liberté. Ouais, je l'ai lu aussi. Il faut qu'on fasse un autre podcast. Oui, là, rien que sur ce livre. Mais rien que sur ce livre. D'autant que je suis sûre qu'on aura un avis différent partagé. Pour une fois. Mais c'est bien. Et alors, ce bouquin m'a, alors pour le coup, transporté, touché, pour rappel, m'a c'est atteint. un road trip, on peut dire, de jeunes délinquants. Je vais le résumer d'une manière affreuse. Non, vas-y, Donc tu ne vas pas le faire. Non, apparemment pas. On Je va vois pas... ta tête, je dis bon, d'accord. Non, mais parce que on comprendra que je n'ai pas été transporté par ce roman. Sur le fond, tu as raison, mais en fait, c'est... Oui, c'est extrêmement réducteur. Voilà, déjà. Mais c'est la question de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on écrit et de l'art en général. C'est la façon dont ça va te toucher qui est différente. Et du coup, il faut accepter qu'il y a des livres qui vont pas te toucher alors qu'ils vont toucher d'autres personnes. Et on l'accepte tous les deux, mais du coup, c'est pour ça qu'on a cette influence différente. Mais oui, c'est probablement un des derniers qui m'a comme ça remué et qui me donne envie. D'écrire un peu le même genre de... Non. Enfin, dans le sens genre, où je m'entends. Ce que j'ai envie, c'est d'arriver à écrire à produire une histoire ou un texte qui suscitera autant d'émotions, autant de renversements, autant de questions chez quelqu'un que ce livre-là l'a fait pour moi. C'est dans ce sens-là. Non, j'ai pas envie de plagier Levenbrück et d'écrire un road trip de délinquants. J'ai envie d'écrire quelque chose qui arrivera à bouger un lecteur, même un seul, autant que ça l'a fait pour moi pour cette lecture. Donc c'est dans ce sens-là où ça me remotive. Mais c'est tout à fait intéressant, et puis je pense que ça peut être un petit peu le mot de la fin parce que ça résume tout ce qu'on a dit en fait. C'est-à-dire que finalement l'influence de toutes nos lectures, elle nous influence dans notre écriture pour essayer de produire quelque chose qui suscite l'émotion qu'on a eue en tant que lecteur et le produire en tant
en tant qu'auteur, en se disant, la personne qui me lira, si elle arrive à avoir le cœur qui bat et à avoir cette bouffée de joie, c'est chouette. Et je pense que finalement, l'influence, elle est essentiellement là, dans l'émotion qu'un texte va susciter. Voilà. 50 minutes d'épisode pour 50 années à peu près d'existence. Je pense qu'on est moi, raccord. Je suis beaucoup plus jeune que toi. Évidemment, je parlais de moi, évidemment. Oui, enfin, moi, ce sera bientôt. On ne sait jamais. Et puis, peut-être que quand les gens l'écouteront, cet épisode, qui va être écouté pendant des années. Bien sûr. Voilà. Effectivement. Donc, on espère créer des choses qui durent comme ça. Oui, c'est tout à fait réjouissant. On va donc conclure. Merci pour cet épisode. C'était très enrichissant. On est allé beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait au départ, donc c'est cool pour nous. Comme toujours. N'hésitez pas, chers auditeurs ou chères personnes qui visionnaient ce podcast sur les internets, sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des lectures qui vous ont influencé comme nous? J'imagine que oui. Partagez-les nous, car on aime bien découvrir des nouvelles choses aussi. Dites-nous ce que vous avez effectivement pensé. Que vous soyez lecteur, que vous soyez auteur, on est ou éditeur. On est très intéressés d'avoir votre avis sur ce sujet. Merci et au prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Thank you.